Le fait qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ça importe peu. On est tous du même pays, du Congo, et c'est derrière cette unité nationale que les Congolais doivent se retrouver. Et c'est là qu'ils devaient se retrouver, mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas que cela soit ainsi. Malheureusement, il y a des régimes qui font que cela ne soit pas ainsi. Par exemple, le régime de Denis Sassou Nguesso ne travaille qu'à cela. Parce que Sassou Nguesso ayant assassiné Marien Ngouabi le 18 mars 1977, ce qu'il a fait, c'est de jeter son crime sur des innocents du Sud afin que les originaires du Nord se dressent ardemment contre ceux du Sud. Sassou a assassiné Marien Ngouabi, il n'a pas assumé son crime, au contraire, il l'a mis sur des innocents pour que le pays flambe sans cesse, pour que la haine règne sans cesse dans le pays. Il a caché la vérité pour que le pays n'avance pas. Mais les Congolais conscients doivent se dire, on n'accepte pas ça. Les originaires du Sud comme ceux du Nord doivent se dire non, on n'accepte pas ton comportement, Sassou Nguesso. Justement. Si le Congo aujourd'hui piétine depuis 3 décennies, c'est parce qu'il y a ce crime caché par celui qui l'a commis, crime caché qui font que les gens du Sud payent quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. À la tribune aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année, que je vous souhaite d'ailleurs heureuse et surtout très bonne et en bonne santé, dans l'espoir de retrouver notre cher pays, le Congo, débarrassé des cancres, et surtout le premier d'entre eux, Sassou Nguesso. Nous n'avons pas peur de le dire. Nous sommes dans un pays des médiocres où les gens, justement, vivent dans des conditions exécrables, misérables. Alors, je retrouve Fernand Mathias Ndala pour cette première série d'émissions consacrée, cette fois-ci donc, à Maître Moudile Nomassengo, qui nous a quittés le 6 janvier 2020, il y a 5 ans. Bonjour, Fernand Mathias Ndala. Allô, maître? Oui, allô, mon cher Fernand Mathias Ndala, comment vas-tu? Oh, ça va, maître. Bon. Bonjour aussi, hein, parce que nous sommes... Et bonne année encore, bonne année, puisqu'on a... Bonne année encore, comme je l'ai dit, heureuse année, et notre combat pour la résistance continue. Je t'appelle pour une émission radiophonique qui concerne justement l'évocation des 5 ans du départ de Maître Aloïse Moudile Nomassengo. Il faut évoquer ce grand homme, ce juste, qui nous a quittés voici 5 ans, c'est-à-dire le 6 janvier 2020, et qui a été inhumé à Nancy le 10 janvier 2020. Je voudrais qu'on parle de lui. Bon, on peut faire son parcours brièvement, et en même temps, nous allons peut-être évoquer surtout ce qu'il a apporté à la République. Cette République qui a été proclamée par le président Fulbert Youlou le 28 novembre 1958 par la délibération de l'Assemblée territoriale, comme on dit,
qui était au territoire français d'outre-mer du Moyen-Congo. Cette délibération numéro 112-52 du 28 novembre 1958. En tout cas, le Congo avait été érigé en république. Contrairement à certains farceurs qui sont dans les réseaux sociaux, qui pensent que la République n'a été érigée que à partir de 1900, je ne sais pas, 91 ou je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça c'est leur bêtise. Nous revenons donc sur le problème de Maître Moudileno Massengo. Bon, parler de Maître Aloïse Moudileno Massengo, c'est un homme spécial, hors norme, qui a été autour de nous ce génie, et dont nous avons été à son école, et surtout nous avons participé avec lui dans les grands moments où il a beaucoup pensé le Congo et il a lancé le mouvement de réconciliation nationale qui a été non seulement combattu à la conférence nationale par ceux qu'on appelle les gardiens du chaos, qui ont ramené le Congo dans ce chaos aujourd'hui. Donc, évoquer sa mémoire, c'est vraiment, c'est être dedans dans sa pensée, parce que on est dans sa pensée et on vit sa pensée, on continue à vivre parce que il a montré au-delà qu'est-ce que l'espérance, qu'est-ce qu'on pouvait réfléchir, qu'est-ce qu'on pouvait voir. Et puis, c'est un homme qui nous a ramené à revisiter la République du 2 mars 1961 de Fulbert Yulu, parce que Fulbert Yulu n'a été que la continuité de tout ce qui a été mis à partir après la conférence de Brazzaville, hein, tout ce que le combat que Matua a mené pour les droits civiques des peuples noirs. Et donc, à partir de 46, il y a eu un changement, qu'on pouvait de plus en plus aller à l'école, avoir des cadres, s'administrer, créer notre propre avenir, penser pour nous-mêmes, au-delà de la colonisation. Et donc, Yulu, dans cette marche, il a milité cela jusqu'à ce qu'il puisse prendre les grandes responsabilités à partir de 56. En étant maire de Brazzaville, après cela, en étant dans le gouvernement, et puis le gouvernement, il a pris la primature. À partir de la primature, il a proclamé cette république qui nous a permis de plus en plus de briser les barrières de la colonisation et de rentrer dans le statut nouveau que nous devons être. Et donc, j'ai les pensées pour Aloïse Moudileno Massengo, Maître Moudileno Massengo, qui est arrivé en 57 ici en France, atterrissant au Bourget et reçu par Lazare Matsokota, qui était un des illustres. Et donc, à partir de là, il est rentré directement dans le combat avec la féance et l'action politique. Et surtout, je voudrais quand même que tu rappelles la phrase de l'un Lazare Matsokota à Moudileno quand tu lui as fait prendre conscience à Paris. Oui, j'aimerais mieux que tu reprennes cette phrase-là. Oui, mais parce que il a dit à Maître, aujourd'hui tu arrives à Paris, tu dois continuer la lutte de Fakattatou. Cette lutte où les nôtres, les Matua, nos ancêtres ont combattu et ont reçu les chicottes et reçu la mort. Donc tu ne viens pas ici à Paris pour contempler cette beauté, la tour Eiffel, aller s'exhiber. L'heure est pour toi à la méditation et à la lutte. Et donc directement Maître est rentré dans la conscience politique, dans la conscience patriotique. Donc comment emmener notre pays à l'indépendance, comme disait Matsokota, que les Congolais devaient aller à une souveraineté. Donc sortir de l'état où nous étions. Donc Maître a été ce compagnon que Matsokota avec Miakanda et lui, les trois qui étaient
dont Matsuruta avait choisi comme ceux qui pouvaient demain changer l'ordre des choses. Donc voilà, maître, ce que je pouvais tout d'abord dire, et que nous vivons, maître Aloïse Mugileno Masengo, qui a été un homme pacifique, qui a voulu le changement des choses juridiquement dans la paix et la liberté. Et surtout nous emmener à une grande réflexion pour faire sortir un véritable citoyen. Pas des gens aujourd'hui qui sont des propagandistes, qui suivent des gens derrière, qui font que des slogans, sans aboutir à quelque chose. Quoi, voilà. Je voulais également donner une précision, parce que c'est important. Les émissions que nous faisons, c'est aussi dans le cadre historique, pour essayer d'aider la jeune génération. Alain Lazare Matsokota, c'est un ancien séminariste, et qui... je peux expliquer, son histoire. Il est né le 12 août 1931 à Brazzaville et qui sera assassiné en février 1965 en compagnie de Joseph Poibou, qui était président de la Cour suprême, Anselme Mafweme, qui était directeur de l'Agence congolaise d'information. Tu peux parler de Lazare Matsokota, puisqu'on en profite. Quand on parle de Lazare, c'est que ce grand orateur qui a accompagné la conscience moderne congolaise ici en France. Celui qui a déniché également Henri Lopez, qui n'était pas connu des Congolais, en fait, parce qu'il n'a pas fait ses études à Brazzaville. Moutol et les autres. C'est lui qui a intégré Henri Lopez, parce que Henri Lopez n'était pas aimé par les Congolais. Au cours d'une réunion de l'AUC, il a dit, voilà un camarade, il est des nôtres, Henri Lopez. Ce n'est que par Matsokota que les Congolais ont accepté Henri Lopez. Donc Matsokota a beaucoup pesé sur l'évolution politique de notre pays, et surtout, c'était le premier, C'était le premier à avoir été secrétaire général de la FEAN, Fédération des étudiants africains en France, en 1958. Donc, il a mené des grands combats, il allait à Prague dans des réunions. Donc, Matsokota était maoïste. Il croyait à ce que le Congo devait partir dans le progrès en questionnant la pensée des autres, et non pas en les prenant, en les lisant, en exécutant. Il disait que non, il faut repenser la pensée des autres. Quand on repense, là on sait que non, est-ce que ça peut tenir chez nous, ça ne peut pas tenir. Et ça a toujours été cette méthode dont Maître Aloïse Mugileno Masengo nous a appris, comment aborder un problème, quelle que soit sa complexité, quel que soit ce qui viendra, comment le résoudre. Comment être en posant le problème comme en droit. De la mineure, on va à la majeure, de la majeure à la conclusion. Fernand Mathias Ndala, est-ce que tu me permets qu'on écoute quelques extraits d'une émission réalisée par Ingrid Flora dans le cadre de son émission qu'il faisait à Forum? Il a réalisé une émission avec Maître Mugileno Masengo. Oui, j'avais écouté ça. C'est une très très bonne émission que j'aimerais que tu fasses découvrir à nos auditeurs et auditrices, quoi. Merci beaucoup. Donc on la suit et puis après on va reprendre notre débat. Oui. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Bonjour, Maître Mugileno Masengo. La dernière fois que nous nous sommes entretenus, c'était en octobre dernier au cours de l'émission L'invité du mois, et nous avions promis à nos auditeurs de vous rendre hommage à l'occasion de vos 80 ans. Donc ça y est, nous y sommes. Joyeux anniversaire, Maître Mugileno. Vous célébrez donc aujourd'hui, le 11 mars 2013, vos 80 ans. Alors dites-nous, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir ce grand âge? Je
suis heureux d'avoir ce grand âge et je pense que d'autres années vont s'y ajouter. Ah, on vous le souhaite, oui, bien entendu. Souvent, les anniversaires sont souvent l'occasion des introspections. Quel bilan tirez-vous de votre vie? Eh bien, nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mars. J'ai effectivement 80 ans parce que je suis né le 11 mars 1933 dans un village batéké au nord de Brazzaville. Mon père et mon oncle maternel formés comme catéchistes en Bamou, en même temps qu'André Grenard, André Machoua, avaient été donc formés catéchistes dans cette mission. Mon père n'y rayonnait pas seulement comme semeur de paroles de Dieu dans le village de Mko, au nord de Brazzaville, il était aussi agent agricole au service de l'administration qui avait imposé dans le pays des Pangala la culture du riz, du tabac, du sisal. Comme Machoua, mon père démissionna de sa fonction de catéchiste et devient commerçant ambulant, travail favorisé par le fait qu'il était originaire de la région de Luingui, dans le sud du pays. J'ai été parmi les premiers élèves de l'école de Vinza jusqu'au CE2, puis au CEM1 à Kindamba, puis au CEM2 à Mbamou. Je suis allé ensuite au collège aux gagneurs de Pointe-Noire, puis un an après au lycée Savorgnan de Brazzaville, avant d'atterrir au lycée Henri Poincaré en Nancy en 1957. Mais, Maître Modilino, nous allons revenir un peu plus tard dans l'interview sur justement votre parcours, que ce soit scolaire et professionnel. Mais donc là, vous nous avez parlé de votre père. Est-ce que vous pensez que éventuellement qu'il a eu une grande influence sur ce que vous êtes, sur la personne que vous êtes devenue, sur le bilan que vous pouvez faire de votre vie? Ah ben oui, mon père a eu une longue influence sur ce que je suis devenu, car il m'a mis très tôt à l'école. Le fait qu'il était catéchiste, j'étais éduqué dans la région catholique, et le séminaire de Mbamou m'a attiré, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et donc, on rejoint ce que je viens de dire. J'étais ensuite allé au collège aux gagneurs de Pointe-Noire et au lycée Savorgnan de Brazzaville. D'accord. Maître Modilino, juste une petite question pour notre curiosité. Combien d'enfants et de petits-enfants avez-vous? J'ai 6 enfants. D'accord. Et 5 petits-enfants. Ah, félicitations. Donc, les auditeurs aimeraient connaître un peu plus l'homme que vous êtes. Donc, Maître Modilino, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait sourire dans la vie aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ben, ce qui me fait sourire ou rire dans la vie, c'est la lutte. C'est le fait que je me sens comme quelqu'un qui doit faire quelque chose. Comme quelqu'un qui ne se replie pas sur lui-même. Comme quelqu'un qui participe à une activité d'intérêt national, patriotique, collectif. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui se replie sur soi-même. Oui, nous l'avons bien remarqué, effectivement. Donc c'est votre désir, votre lutte qui, justement, vous maintient, vous fait sourire, vous fait vivre, en quelque sorte. Oui, donne un sens à ma vie. Et aussi aux ans que j'ai pu passer, les années que j'ai pu passer, et aux années que je compte encore passer, parce que moi, je ne veux pas vivre sans pouvoir ou vouloir apporter quelque chose. C'est tout à votre honneur. À quoi rêvez-vous, Maître Modilino? À quoi? À quoi rêvez-vous? Ben, je rêve au rêve
peuvent que m'imposer les conditions dans lesquelles je suis venu en ce monde. Je suis né pendant la colonisation, un régime qui ne réserve pas à mon pays une certaine direction, un certain avenir. Et autour de moi, mes parents, mes oncles, mes amis ont lutté pour que ça change, ça imprégnait ma vie. Eux qui ont lutté n'y sont plus, et moi, je continue cette lutte pour aussi montrer à mes enfants qu'ils doivent lutter pour améliorer les conditions dans lesquelles ils sont nés et se trouvent aujourd'hui. Donc, quel est l'événement, éventuellement dans votre vie, qui vous a le plus marqué ? Oh, l'événement qui m'a le plus marqué, non pas au sens physique du terme, mais au sens spirituel ou intellectuel, c'est mon arrivée en France en 1957. Et en quoi ça vous a marqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'a marqué parce que j'atterrissais sur le territoire dit métropolitain, donc d'où venait tout ce qui rayonnait dans mon pays, tout ce qui se mettait, qui était en place dans mon pays. Quand j'étais au Congo, ce que vivaient mes parents, ce que je vivais, semblait dériver de ce qui s'est passé ici, semblait être décidé par ce qui s'est passé ici. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, baf, je suis là où tout se décide, donc je dois pouvoir faire quelque chose. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une chose que vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir réalisé ou atteint comme objectif personnel ? Non. Je crois que la lutte de mes parents, de mes ancêtres, la lutte des colonisés du Congo a abouti à l'indépendance. Une indépendance qui a eu donc lieu en 1960. Mais ce que je pense n'avoir pas pu voir vu se réaliser, ce sont les accords de 1960 et les accords de cette indépendance. Ces accords de 1960 étaient assez conséquents dans la mesure où on avait dit que les colonies n'étaient pas suffisamment mûres pour gérer elles-mêmes l'indépendance. Il fallait faire des accords d'assistance par l'ancienne métropole. Mais malheureusement, cette assistance n'a pas eu lieu comme on l'espérait. Ça a dégénéré dans ce qu'on appelle aujourd'hui France-Afrique. Ça a généré dans le dévoiement des premiers régimes, dans n'importe quoi. Et je crois que c'est ça qui me fait le plus de peine, que ce qui était négocié en 1960 n'a pas pu se réaliser. Et donc l'indépendance s'est trouvée paralysée par ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc en fait, d'un point de vue personnel, vous estimez que vous avez atteint tous vos objectifs et que vous n'avez aucun regret. Du point de vue personnel, je pense que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai appris dans les universités beaucoup de choses. J'ai accédé à certaines fonctions de formation qui pouvaient m'aider à contribuer au développement de mon pays. Mais malheureusement, il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles comme les coups d'État dans mon pays, comme la falsification des constitutions, des régimes. C'est ça. Justement, pour revenir sur ce que vous venez de dire, sur votre formation, les fonctions que vous avez pu accéder, est-ce que vous pouvez, pour la petite biographie, nous parler de votre parcours scolaire et professionnel ? Mon parcours scolaire, je le dis tout de suite, j'ai été mis très tôt à l'école primaire à Vinza, à Kindamba,
Je suis allé au petit séminaire de Mbamou, au collège aux Gagnères de Pointe-Noire, au lycée Savorgnan. Je suis arrivé au lycée Henri Poincaré en 57 en Nancy. J'ai préparé l'école de la France d'outre-mer. Cette école a été supprimée en 58 et je suis entré au barreau de Nancy. Au sortir du barreau de Nancy, je suis retourné à Brazzaville, au barreau de Brazzaville, avec des collègues de Nancy et de la mer de Moselle. Et d'un point de vue de votre carrière professionnelle, quels sont les différents postes que vous avez occupés? D'abord, j'étais avocat et ensuite, en 68, je suis rentré au gouvernement, un gouvernement de transition ou un gouvernement d'union nationale, parce qu'on venait de renverser le président qui est en place. Je suis rentré dans ce gouvernement. Et malheureusement, ce gouvernement d'union nationale, de collaboration de tous, a petit à petit dégénéré en gouvernement soit militaire, soit d'une région. Et donc, je suis à nouveau retourné à Nancy, où je suis resté pendant 20 ans comme opposant, comme résistant au régime qui était en place au Congo. Et quand ce régime est tombé en 91, je suis retourné au Congo en 91 pour participer à une conférence de reconstruction du pays, une conférence d'union nationale. Donc effectivement, vous avez donc un long parcours de militants, d'opposants, et donc vous avez toujours veillé à ce que le Congo puisse rayonner et que les injustices soient combattues. Et donc justement, par rapport à ces convictions que vous avez, quel regard portez-vous sur les injustices qui sont régulièrement subies par les Congolais, sur le manque d'égalité entre les citoyens? Le regard que je porte maintenant, depuis que je suis retourné au Congo, que j'ai été avocat, que j'ai exercé les fonctions d'avocat, ensuite que j'ai participé au gouvernement, ensuite que je me suis exilé, le regard que je porte, c'est que ce pays ne cesse de s'effondrer. Ce pays ne cesse de s'effondrer, ce pays ne cesse de se situer loin des accords de développement qui était signé le 15 août 1960 pour son développement, pour sa maturité, pour la maturité de son indépendance. Donc, je constate qu'il n'y a que succession de déchéances. Il n'y a que cela. Une fois j'étais en exil 19 ans, je suis retourné, à nouveau je me suis exilé en 92, ça fait encore plus d'une décennie d'années. Et donc je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je ne suis pas le seul à le constater. Même ceux qui ne s'exilent pas sentent qu'ils s'effondrent, voient que le pays n'avance pas, que le pays est loin des accords de développement de 1960. Tout le monde le voit et donc malgré le nombre d'années que je porte aujourd'hui, je me sens dans l'obligation de lutter, de faire que la trajectoire de développement voulue en 1960 s'accomplisse. Justement, on pointe souvent et à juste titre l'immobilisme du gouvernement face à ces injustices. Maintenant, j'aimerais reprendre ce que, à l'époque, le président Kennedy avait prononcé lors de son discours d'investiture le 20 janvier 1961. Donc, il avait dit ces mots: ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. Donc, qu'est-ce que vous pourriez recommander aux auditeurs qui nous écoutent, aux Congolais qui sont sur le territoire congolais, mais également aux Congolais qui sont à l'étranger? Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander pour justement répondre à cette citation du président Kennedy? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider le pays à se relever? Ce qu'il faut faire, à mon avis, est tout à fait simple. C'est qu'ils doivent se sentir citoyens. S'ils ont conscience d'être Congolais, ressortissants d'un pays indépendant qui doit se développer, leur devoir
devoir et ce qu'ils doivent faire est évident. Mais s'ils n'ont pas cette conscience, ce ne sont pas des citoyens, ils ne seront pas actifs. Ou, ayant cette conscience, ils se trouvent en face d'obstacles, même de très grands obstacles, leur devoir est de chercher à les combattre, à les éliminer, donc à être des citoyens actifs. Par exemple, devant ce qui se fait au Congo depuis que Sassou y est revenu au pouvoir le 15 octobre 1997, il se passe des choses dramatiques au Congo, mais si les citoyens ne réagissent pas devant cette situation, c'est soit qu'ils ne voient pas cette situation, soit qu'ils se rendent complices de cette situation. Mais vous comprenez que ça peut être un peu difficile pour un citoyen, on va prendre un citoyen lambda, sans pour autant avoir de connexion ou d'implication politique, de pouvoir se lever contre ces injustices quand on sait qu'à chaque fois ils sont brimés, ils ne sont pas écoutés par les autorités. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Parce qu'il y a un certain découragement après de la part de la population. Non, ils ne doivent pas se décourager. Ils doivent d'abord savoir que leurs ancêtres, leurs parents, leurs descendants ont connu une période qui s'appelle la colonisation ou le colonialisme, et ils doivent savoir que les parents ont lutté contre cette période, pour que le pays arrive au stade de l'indépendance le 15 août 1960. Et eux, conscients de ça, ils doivent dire aussi que la période post-15 août 1960 est une période de lutte. Quelqu'un qui ne se rend pas compte de l'état de fondement du Congo, c'est quelqu'un qui n'a pas compris d'où vient son pays et où se trouve son pays. Ils doivent savoir d'où vient le Congo, qu'est-ce que les ancêtres ont fait, qu'est-ce que les ancêtres ont eu comme victoire le 15 août 60 et où se trouve le Congo aujourd'hui entre les mains des hommes comme le président ou l'actuel Sassou Nguesso. Donc en fait, si quelqu'un n'a pas conscience de ça, moi je ne le considère pas véritablement comme Congolais. Donc en d'autres termes, les Congolais ne doivent pas justement se décourager, baisser les bras, sans cesse ils doivent s'atteler à dénoncer les injustices pour que le Congo... Absolument, ils ne doivent pas ignorer d'où ils sont partis, d'où sont partis leurs parents. Ils ne doivent pas baisser le bras. Ils ne doivent pas baisser les bras parce que sinon ce seraient des gens qui sont sans histoire, qui ne se rappellent pas d'où ils sont partis. Vous, depuis tout à l'heure, donc en réponse à ma question, vous parlez des Congolais. Vous ne pensez pas qu'il y a justement un problème d'identité nationale, que bien souvent la population se sent appartenir à une région, à une tribu, plus qu'à un pays? Oui, mais ça c'est un fait avant la colonisation et avant l'indépendance. Ça, on n'y peut rien. On n'est pas tous nés d'une même partie du Congo, d'une même tribu, mais l'histoire fait qu'il faut bâtir un autre Congo. L'histoire nous a mis dans des frontières qui sont les frontières du Congo actuel. L'histoire nous a appris que pour mieux vivre et bien vivre dans ces frontières, il faut un État, il faut un esprit national, il faut un développement. Il faut s'attacher à ça. Il faut s'atteler à ça. Parce que sinon vous n'aurez pas d'histoire, sinon vous allez encore retourner avant les frontières actuelles, vous allez contester les frontières actuelles, vous allez nier le sentiment de Congolais et le monde va vous regarder comme je ne sais quels individus sans conscience de l'histoire. Donc justement, effectivement, le fait qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ça importe peu. On est tous du même pays, du Congo, et c'est derrière cette unité nationale que les Congolais doivent se retrouver. Et c'est là qu'ils devaient se retrouver, mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas que cela soit ainsi.
Malheureusement, il y a des régimes qui font que cela ne soit pas ainsi. Par exemple, le régime de Denis Sassou Nguesso ne travaille qu'à cela. Parce que Sassou Nguesso ayant assassiné Marien Ngouabi le 18 mars 1977, ce qu'il a fait, c'est de jeter son crime sur des innocents du Sud afin que les originaires du Nord se dressent ardemment contre ceux du Sud. Sassou a assassiné Marien Ngouabi, il n'a pas assumé son crime, au contraire, il l'a mis sur des innocents pour que le pays flambe sans cesse, pour que la haine règne sans cesse dans le pays. Il a caché la vérité pour que le pays n'avance pas. Mais les Congolais conscients doivent se dire, on n'accepte pas ça. Les originaires du Sud comme ceux du Nord doivent se dire, non, on n'accepte pas ton comportement, Sassou Nguesso. Justement. Si le Congo aujourd'hui piétine depuis 3 décennies, c'est parce qu'il y a ce crime caché par celui qui l'a commis, crime caché qui font que les gens du Sud payent quelque chose qu'ils n'ont pas fait et les gens du Nord les pénalisent pour ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, résultat, ceux du Sud ne font que rêver de revanche, ne font que rêver le jour où ils arriveront au pouvoir pour rendre l'appareil aux gens du Nord. Alors, c'est la mort du Congo aujourd'hui. Il faut que l'opposition à l'intérieur soit capable de dénoncer clairement la nature du régime qui est au Congo, la nature de la constitution qui est au Congo. Parce que c'est de la constitution que dérive le mal en place au Congo. Mais si la constitution est plus ou moins laissée de côté, épargnée, sinon respectée, eh bien les États généraux ne serviront à rien. Parce que dans le cadre de la constitution actuelle au Congo, Sassou va torpiller les États généraux, comme il les a déjà torpillés presque à Evo, comme il a déjà torpillé la rencontre d'Evo, parce qu'il est tout puissant, parce que rien ne s'oppose à ce qu'il veut. Donc, avant de chercher à mettre en place des États généraux, il faut d'abord voir si la Constitution en place peut le permettre, peut permettre une discussion de citoyens, comme Sassou a dit. Or, dans un pays sans citoyens, vous ne pouvez pas faire une rencontre de citoyens. Il n'y a pas de citoyens au Congo. Tout est divisé en nord-sud. Tout est divisé à parents de Sassou et non parents de Sassou. Il n'y a pas de citoyens au Congo. Et les citoyens n'ont aucun endroit où ils peuvent se dire citoyens. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas de débat. Les élections ne sont jamais organisées de façon claire et transparente. Donc, moi, je n'accepte rien de ce que fait Sassou. Je ne prête aucun intérêt dans ce qui se passe au Congo dans le cadre de la Constitution. Parce que cette Constitution est totalement une constitution de tyrannie, une constitution illégale. Et n'oubliez pas que cette Constitution n'a pas été votée par l'ensemble du pays. Le pôle ne l'a jamais votée. Donc elle ne s'applique pas légalement au pôle. Le pôle l'a subi comme une constitution de dictature. Oui? Oui, en effet. Qu'est-ce que vous pouvez, par rapport à tout ce que vous venez de nous évoquer, quel héritage vous avez l'impression de laisser à la nouvelle génération politique? La nouvelle génération politique du Congo, c'est de se souvenir d'où vient le Congo actuel, d'où vient le Congo dans les frontières actuelles. C'est de la colonisation, c'est de la lutte de nos ancêtres contre cette colonisation, c'est de l'accession à l'indépendance, c'est de tout ce que nous avons appris dans les universités
sur la façon de construire un État moderne. Nous avons des cadres au Congo, au nord comme au sud, nous avons des cadres. Mais ces cadres ne sont pas employés à la construction du pays. Ces cadres sont piétinés par des manœuvres comme celui qui commet un crime et le jette sur l'autre, comme celui qui emmagasine de l'argent dans un lieu appelé trésor public et la nuit va encore tout enlever. Au sein de votre... Voilà la tragédie du Congo. Au sein de votre mouvement politique, est-ce que vous avez un dauphin? Moi, j'ai, fondé un mouvement politique avant la conférence libératrice de 1991. Un mouvement qui luttait à l'extérieur du pays, qui est rentré au Congo dans le cadre de cette conférence, dans le cadre de rêve de démocratie forgé au cours de cette conférence nationale. Mais malheureusement, les acquis de cette conférence nationale ont été trahis par trois autres partis. À nouveau, le pays s'est effondré. Nous avons mis en veilleuse notre parti en disant qu'on ne peut pas lutter dans le cadre des guerres qui se faisaient, dans le cadre de la victoire remportée par Sassou et mise au service de sa propre personne. Nous avons mis notre parti en veilleuse. Nous allons donc passer sur un autre sujet qui est un petit peu plus délicat. Vous savez que nous commémorons les 40 ans de la création cardinalice d'Émile Bayanda. Vous aviez, lors de votre message aux Congolais en janvier dernier, parlé de l'assassinat du cardinal Bayanda par Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer de telles accusations? Ce ne sont pas des accusations, ce sont des évidences, ce sont des faits que je mets en avant. Quand Marie Ngouabi a été assassinée le 18 mars 1977, Sassou Nguesso, ministre de la Défense et de la Sécurité, a décidé un couvre-feu dans le pays. Le cardinal a dit un jour que le président Sassou Nguesso avait besoin de lui pour travailler dans l'œuvre de calme dans le pays. Il avait besoin de lui, qu'il ne bouge pas. Et le cardinal est resté chez lui, attendant bien entendu un nouvel appel du président. Et sur ce, un couvre-feu est tombé dans le pays. Le couvre-feu décrété depuis quelques jours auparavant est tombé dans le pays. C'était l'heure du couvre-feu. Donc personne ne pouvait circuler dans le pays, dans Brazzaville, sans être inquiété. Personne ne pouvait circuler ni à pied, ni en voiture. Et à un moment donné, une voiture est allée à la résidence du cardinal. Donc un véhicule nécessairement de l'autorité officielle même. Oui, nécessairement habilité, oui. Donc un véhicule autorisé, on savait qui était dedans. Cette voiture est allée à l'archevêché, le cardinal y est monté et le cardinal a disparu. On ne peut pas dire que c'était un véhicule de brigands, sinon ceux qui veillaient au couvre-feu allaient l'arrêter. Le cardinal donc sort de l'évêché, se rend là où, au siège des nouvelles autorités du pays. Donc au vu et au su des autorités. Le cardinal ensuite, la voiture du cardinal ou le cardinal ensuite est amené hors de Brazzaville. Donc il traverse encore des zones contrôlées. Il traverse encore des zones contrôlées. Et il disparaît, la voiture disparaît au-delà de Brazzaville, le cardinal est assassiné. Mais les autorités, s'ils n'avaient pas vu le cardinal, les autorités qui avaient envoyé un véhicule pour aller le chercher, s'ils n'avaient pas vu le cardinal, ils devaient s'inquiéter ou téléphoner encore à l'évêché, dire mais cardinal, on vous attend.
Mais elles sont restées muettes. Heureuses d'avoir accompli un nouveau crime après la mort de Marien Ngouabi, les autorités ne se sont pas inquiétées une fois qu'ils ont dit au cardinal de rester en place. Donc ce ne sont pas des indices, ce sont des preuves. Ce sont des preuves. Mais de toute façon, si les autorités actuelles contestent ces preuves, ouvrons un débat public, ouvrons un procès public. Créons dans le pays les conditions d'ouverture d'un débat là-dessus, d'un procès là-dessus, comme sur la mort de Marien Ngouabi, comme sur la mort de Massamba Deba et de tant d'autres. Pourquoi la vérité est-elle verrouillée sur ces tragédies? Oui, en effet. Parce que ceux qui gouvernent n'ont pas la conscience tranquille, parce que ceux qui ont commis ce crime savent ce qu'ils ont fait et quelles options ils ont choisies pour que l'ombre pèse toujours là-dessus. Justement, à ce sujet, le Forum publiera dans une semaine un dossier complet sur le cardinal Émile Biayenda et les circonstances également de son assassinat. Maître Mudilino Masengo, je tenais à vous remercier d'avoir fait confiance à notre groupe Forum pour réaliser cette interview. Une nouvelle fois, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Je vous laisse donc aller souffler vos 80 bougies et que vous puissiez encore fêter de nombreuses années et que nous ayons l'occasion de nous entretenir encore à notre antenne. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci beaucoup. Donc, nous étions en direct au téléphone avec Maître Mudilino Masengo. C'était Ingrid Flora. Pour cet anniversaire. Radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Masengo c'est papa, Toku Misi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madea na Bana Congo, Obayeba, Tina à droit de l'homme. Atonsawa Mukuyu Baba, Master Mwana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, édition ya Kiri Kiri, Ki César. Radio Forum, et c'est Gona Motema, Dose Pelilelo, yeah. PDG Masengo, c'est papa, Toku Misi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Poto mungali wenze
Bakula bazo mutabala Insuji kingwali basina Bakongo makelekele sangolo Mayanga majibunga ngalingolo Bayokaka radio koro Akoteya, akobeta Midule ya bana mboka FM radio de moi Allo radio de toi Allo radio de nous Forum FM radio de moi Allo radio de toi Allo radio de nous La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça. Bon, moi c'est Jacques Lobelo, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super.